Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un outil qui change vraiment la donne en analyse de données. Les graphes orientés acycliques, ou DAGs pour les intimes. On va voir comment ils nous permettent de dépasser la simple corrélation pour enfin toucher du doigt la causalité et répondre à cette fameuse question « Pourquoi ?» Prenons un exemple, un grand classique pour bien planter le décor. C'est vrai, les deux courbes grimpent en même temps. Est-ce que manger des glaces attire les requins? Probablement pas. En fait, il y a un acteur caché dans cette histoire, la chaleur. C'est elle le facteur de confusion, qui nous donne envie de manger des glaces et d'aller nous baigner. Et voilà, on met le doigt sur le problème. La corrélation nous montre une association, mais elle ne nous raconte pas la véritable histoire du pourquoi. C'est exactement ce genre de piège que les DAGs vont nous aider à déjouer. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par bien poser la différence entre corrélation et causalité. Ensuite, on découvrira ce nouveau langage des graphes causaux. Puis, on verra comment on peut modéliser des actions, des interventions. On explorera des cas pratiques et bien sûr les limites de ces approches, avant de conclure avec une sorte de boîte à outils mentale que l'on pourra garder. Allez, on attaque la première partie. En sciences des données, il y a une distinction qui est absolument fondamentale. C'est elle qui sépare les modèles qui prédisent de ceux qui permettent de comprendre et d'agir. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. Un modèle prédictif, c'est un expert des schémas. Il observe ce qui s'est passé et parie sur ce qui va se passer. Mais l'inférence causale, c'est un autre jeu. La question n'est plus que va-t-il se passer, mais que se passerait-il si on changeait les règles du jeu. C'est toute la différence entre observer le monde passivement et intervenir activement pour le changer. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait pour représenter formellement ces relations de cause à effet? Il nous faut un langage, une sorte de grammaire de la causalité. Et c'est là qu'entrent en jeu les diagrammes causaux. Faut savoir que cette idée, elle ne sort pas de nulle part. C'est le résultat d'un long cheminement. Dès les années 30, un biologiste, Sewell White, utilisait déjà des diagrammes de ce type. Puis l'économétrie a pris le relais dans les années 40. Mais le vrai tournant, c'est dans les années 90, avec Judea Pearl, qui a mis de l'ordre dans tout ça et a bâti un cadre mathématique hyper solide. Alors, un DAG, c'est quoi exactement? C'est simple. Imaginez une carte conceptuelle. Chaque concept, chaque variable, c'est un nœud. La température, les ventes de glace, les attaques de requins. Et entre ces nœuds, on dessine des flèches, des routes à sens unique. Chaque flèche dit « ceci a une influence causale directe sur cela ». Et la règle d'or la plus importante, c'est le A de acyclique. On ne peut jamais suivre les flèches et se retrouver dans un cul-de-sac, ou plutôt une boucle, et revenir à son point de départ. Et c'est ça qui est génial. Un DAG, ce n'est pas juste un dessin ou un objet mathématique abstrait. Comme le dit Pearl, c'est un pont. C'est l'outil qui nous permet de traduire notre intuition, notre connaissance d'un sujet, en une structure formelle. Et une fois qu'on a cette structure, on peut y injecter nos données et faire parler les statistiques de manière rigoureuse. Bon, maintenant, accrochez-vous un peu, on entre dans le vif du sujet. Comment ces jolis diagrammes nous permettent de modéliser une action, une intervention dans le monde réel? C'est là que la magie opère. Voici la distinction clé, celle qui change tout. Voir P de Y par X, c'est de l'observation passive. On regarde les données et on se dit, tiens, chez les gens qui ont pris ce médicament, quel est le taux de guérison? Faire P de Y par do de X, c'est une intervention active. On prend un groupe de personnes et on leur dit de prendre le médicament, on force le système. Et là, on ne parle plus du tout de la même chose, c'est le jour et la nuit. Et cet outil mathématique pour modéliser le faire, c'est l'opérateur do. C'est un peu la baguette magique du causaliste. Quand on écrit do x égale x, on dit stop. Peu importe ce qui causait x avant, maintenant c'est moi qui décide de sa valeur. Et graphiquement, c'est hyper intuitif. On prend notre graphe et on coupe littéralement toutes les flèches qui arrivaient sur x. On l'isole de ses anciennes causes. À partir de là, on peut créer des outils super pratiques. Le critère de la porte de derrière, par exemple, c'est une recette. Il nous dit, pour mesurer l'effet réel de A sur B, il faut s'assurer de fermer toutes les autres routes non causales qui pourraient les relier. C'est un peu comme un garde du corps qui s'assure que seules les vraies influences passent et bloque toutes les associations bidons. Et tout ça juste en regardant le graphe. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, comment ça marche? Comment on fait pour passer d'un tas de données brutes à un de ces fameux graphes causaux? Eh bien, on a toute une boîte à outils d'algorithmes. Il y a ceux qui sont basés sur les contraintes, qui agissent un peu comme des détectives. Ils cherchent des indices d'indépendance dans les données pour éliminer des liens impossibles. Il y a ceux basés sur les scores, qui sont plutôt des architectes. Ils essayent de construire des milliers de graphes et gardent celui qui colle le mieux aux données. Et puis il y a les approches plus modernes, basées sur les gradients, qui transforment ça en un problème d'optimisation continue, souvent plus efficace. Et les applications sont immenses, dans plein de domaines. En génomique, on peut essayer de comprendre quel gène en active un autre. En économie, on peut évaluer l'impact réel d'une politique publique en isolant son effet de tout le bruit ambiant.
En médecine, ça peut aider au diagnostic en modélisant le réseau de causes et de symptômes possibles. C'est vraiment puissant. Et la super nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout réinventer. Il existe aujourd'hui des bibliothèques open source fantastiques pour se lancer. Des outils comme DoWhy nous guident pas à pas dans une analyse causale propre. TuCliCastle nous donne accès à une panoplie d'algorithmes de découverte. Et des projets comme Causika cherchent même à intégrer tout ça directement dans nos pipelines de machine learning. Mais attention, moment de lucidité. Ces outils ne sont pas une solution magique à tous les problèmes. Il est absolument crucial de comprendre ce qu'ils ne peuvent pas faire et sous quelles conditions ils fonctionnent. C'est sans doute le point le plus important de toute cette discussion. Un DAG est une machine à raisonner, mais le carburant de cette machine, ce sont nos hypothèses. L'expertise humaine est indispensable pour dessiner un graphe de départ plausible. En gros, les données toutes seules ne nous crieront jamais « c'est moi la cause ». Jamais. L'outil nous aide à tester nos hypothèses, pas à les inventer à partir de rien. Pour que ce soit bien clair, regardons un cas d'école qui pose problème. Le motif en arc. C'est une situation où on a une variable cachée qu'on ne mesure pas et qui influence à la fois notre cause et notre effet. Par exemple, la motivation d'un patient. Elle peut influencer sa décision de prendre un traitement et sa capacité à guérir. Si on ne mesure pas cette motivation, il devient impossible de savoir si c'est le traitement qui a marché ou si c'est juste que les gens les plus motivés ont pris le traitement. Et bien sûr, la recherche ne s'arrête pas là. Les chercheurs s'attaquent à des problèmes encore plus tordus. Par exemple, que faire quand nos données ne viennent pas d'un seul système, mais d'un mélange de plusieurs systèmes causaux différents ? Pensez à différents types de cancers, chacun avec ses propres mécanismes. C'est une des frontières actuelles de la recherche. Bon, on a vu beaucoup de choses. Pour finir, essayons de synthétiser tout ça en une approche pratique. Quelques points clés à garder en tête. Si on devait résumer le workflow idéal de l'inférence causale, ça ressemblerait à ça, en 4 temps. D'abord, on se pose et on dessine le graphe de nos hypothèses, en s'appuyant sur l'expertise du domaine. 2. On utilise la théorie des graphes pour savoir si on peut calculer notre effet causal et comment. 3. On passe aux choses sérieuses avec les stats pour estimer cet effet à partir des données. Et enfin, étape cruciale souvent oubliée, on teste la solidité de nos résultats en se demandant « et si mon graphe était un peu faux, est-ce que mes conclusions tiennent toujours la route ?» Et tout ça, ça nous amène à une question vertigineuse pour l'avenir de l'IA. Si on veut construire des systèmes vraiment intelligents qui peuvent agir dans le monde réel de manière fiable, peut-on se contenter de modèles qui ne font que repérer des corrélations ? Ou bien est-ce que la capacité à raisonner en termes de cause à effet n'est pas en fait la prochaine grande étape à franchir ? Voilà qui laisse à réfléchir.